Le prochain désastre mondial ne commencera pas par une météorite, ni par un tsunami géant. Le coupable pourrait être de l'eau chaude dans l'océan. Un phénomène climatique appelé El Niño pourrait se former en 2026 et devenir le plus puissant depuis plus d'un siècle. Dans le passé, un El Niño semblable a déclenché sécheresse et famine, causant jusqu'à 60 millions de morts. El Niño naît dans le Pacifique. Près de l'équateur, d'immenses eaux deviennent bien plus chaudes. Ce n'est pas une petite tache d'océan. Cette eau chaude peut s'étendre sur des milliers de kilomètres. Alors, la météo mondiale déraille. Énormes inondations ici, absence totale de pluie ailleurs. Les vents changent, les tempêtes bougent, les saisons se décalent. C'est peut-être ce qui a déclenché le désastre de 1876. Une sécheresse massive a frappé l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. La pluie a disparu des mois, les rivières ont séché. Récolte perdue sur d'immenses zones. Pendant 2 ans, des millions de gens ont souffert de faim. Les historiens pensent que jusqu'à 3% de la population mondiale n'a pas survécu. Aujourd'hui encore, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire. Les scientifiques pensent que l'El Niño de la fin des années 1870 fut l'un des plus forts jamais enregistrés. Comment l'ont-ils su? Au 19e siècle, il n'y avait pas de satellite. Pas d'appli météo, pas de modèle climatique, pas d'instruments modernes. Il a donc fallu enquêter sur le passé comme des détectives, avec un indice majeur, les arbres. Tu vois, chaque année, un arbre ajoute un anneau dans son tronc. Les années humides, l'anneau est plus épais, car l'arbre reçoit plus d'eau. Pendant les sécheresses, les anneaux deviennent fins. Les arbres gardent donc des archives météo en eux. Les chercheurs ont étudié des atlas de sécheresse bâtis avec des anneaux d'arbres du monde entier. Certains registres remontaient à plusieurs siècles et révélaient quelque chose d'inquiétant. Pendant la famine, d'immenses zones ont subi une sécheresse extrême en même temps. Puis, ils ont vérifié de vieux relevés de pluie dans le monde entier. Enfin, ils les ont comparés aux températures de l'océan relevées par des marins au 19e siècle. Toutes les preuves pointaient vers la même chose. Le Pacifique s'est probablement beaucoup réchauffé à cette époque. Exactement ce qui arrive pendant un El Niño. Mais celui-là a pu être bien plus extrême que d'habitude. Il aurait duré 16 à 18 mois. Plusieurs mois de plus que beaucoup d'autres El Niño connus. Ce temps supplémentaire compte. Car plus le Pacifique reste anormalement chaud, plus les systèmes météo mondiaux restent déréglés. Certaines régions ont subi plusieurs saisons de sécheresse d'affilée. La pluie est tombée à des niveaux records dans plusieurs zones du globe. L'Asie a été frappée très fort. Les scientifiques ont découvert que certaines parties de l'Asie avaient connu leur pire sécheresse en 800 ans. Les récoltes ont échoué sur d'immenses régions, pas dans un seul pays. Une sécheresse seule ne provoque pas automatiquement une famine massive. Mais mauvaise récolte, manque de nourriture et mauvais transports peuvent arriver ensemble. Des millions de personnes peuvent soudain manquer de nourriture. C'est ce qui s'est passé durant la famine mondiale. Bref, El Niño pourrait expliquer pourquoi la météo s'est déréglée sur plusieurs continents à la fois. Même très avancé depuis 1870, nous dépendons encore du temps pour manger, cultiver, avoir eau et électricité. El Niño peut perturber la planète à une échelle gigantesque. Le plus troublant, c'est que l'ancien désastre ne venait pas d'un événement unique et bizarre. Les chercheurs pensent que ces conditions sont apparues naturellement et que le climat terrestre peut produire à nouveau quelque chose d'aussi extrême. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus chaud qu'en 1870.
si un autre super El Niño apparaissait? Les sécheresses deviendraient-elles encore plus sévères? El Niño peut dérégler le temps presque partout à la fois. Le premier grand changement touche souvent les ouragans. Normalement, l'Atlantique produit beaucoup de tempêtes tropicales et d'ouragans. Mais un El Niño fort crée de puissants vents en altitude. Ces vents déchirent les tempêtes avant qu'elles puissent grandir. Ainsi, les Caraïbes et certaines zones de l'Atlantique voient parfois moins d'ouragans pendant les forts El Niño. Mais dans le Pacifique, c'est l'inverse. L'activité des tempêtes augmente souvent au centre et à l'est de l'océan. Cela peut menacer Hawaï et parfois même le sud-ouest des États-Unis. Puis l'hiver arrive et c'est là qu'El Niño commence à secouer l'Amérique du Nord. Le nord des États-Unis, l'ouest du Canada et l'Alaska deviennent souvent plus chauds que d'habitude, avec moins de neige par endroit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'hiver. Des vagues de froid peuvent surgir d'un coup. En même temps, le sud des États-Unis devient souvent plus humide. Un courant G plus fort pousse plus de tempêtes vers le sud. Elles apportent fortes pluies, inondations et froid dans des régions d'habitude bien plus sèches. D'autres parties du monde peuvent être encore plus touchées. Par exemple, l'Inde et une partie de l'Asie du Sud-Est perdent souvent des pluies cruciales de mousson pendant El Niño. Elles comptent pour des centaines de millions de personnes. Ces personnes en dépendent pour cultiver et avoir de l'eau. La mousson faiblit, la sécheresse se propage vite. Les Caraïbes deviennent aussi beaucoup plus sèches pendant un fort El Niño. Certaines zones subissent même des pénuries d'eau et des dégâts agricoles. En Afrique du Sud-Est, la sécheresse peut devenir dangereuse pendant l'été austral, surtout de décembre à février. Un puissant El Niño pourrait déjà se former dans le Pacifique, et certains chercheurs pensent qu'il pourrait être l'un des plus forts jamais enregistrés. Les températures de l'océan montent vite dans une partie du Pacifique. Par endroits, l'eau pourrait dépasser la normale de plus de 5 degrés Fahrenheit. Mais pour le système climatique de la planète, cet écart est énorme. Le danger est plus grand qu'il n'y paraît. Nous avons satellites et prévisions, mais notre société reste fragile. Les chaînes alimentaires sont déjà sous pression. Beaucoup de régions subissent la sécheresse. Et les océans battent des records de température depuis des années. Certaines zones agricoles deviennent moins stables à cause du climat. Les événements extrêmes se multiplient et se dispersent chaque année. Un fort El Niño pourrait jeter de l'essence sur le feu. Les scientifiques craignent une météo très imprévisible l'an prochain. Au fait, El Niño fait partie d'un grand cycle. Normalement, les alizés du Pacifique soufflent d'est en ouest et poussent l'eau chaude vers l'ouest. Cette eau chauffée par le soleil se dirige vers l'Asie. En même temps, de l'eau froide remonte des profondeurs près des Amériques. Voilà pourquoi la surface de l'océan devient inégale. Près de l'Indonésie, elle peut être plus haute d'environ 50 cm que près de l'équateur. Mais parfois, ces vents faiblissent. Alors, l'eau chaude repart vers l'est. L'est du Pacifique se réchauffe, l'ouest se refroidit. C'est El Niño. Si l'inverse se produit et que les alizés se renforcent, encore plus d'eau froide remonte des profondeurs. Résultat, le Pacifique se refroidit plus que d'habitude. Cette phase s'appelle la Niña. El Niño et la Niña sont deux phases du même système. Ensemble, ils font partie d'un cycle appelé ENSO. En général, El Niño dure 9 à 12 mois. La Niña peut rester 1 à 3 ans. Mais tous les El Niño ne se ressemblent pas. Le type classique s'appelle El Niño du Pacifique oriental. C'est là que l'est du Pacifique se réchauffe le plus.
Il existe aussi un El Niño du Pacifique central. Dans ce cas, l'eau plus chaude reste plutôt au milieu de l'océan. Une puissance redoutable repose sous terre, là où les plaques tectoniques convergent et où l'une contraint l'autre à s'enfoncer. Ce phénomène se manifeste principalement dans les océans Pacifique et Indien. Au fil des siècles, la pression s'accumule, atteignant un point critique jusqu'à l'éveil du mégaséisme. La Terre est secouée avec une intensité dépassant parfois 9 sur l'échelle de magnitude, surpassant tout autre séisme connu. Lorsque le fond marin est brusquement propulsé vers le haut, une immense onde se propage dans l'eau, générant un tsunami d'une force titanesque. Ces vagues, appelées télétsunamis, traversent les océans, prêtes à dévaster des côtes situées à des milliers de kilomètres. S'étendant sur 1000 kilomètres, la faille de chevauchement donne l'impression que la Terre ne fait pas que trembler, mais qu'elle se déchire littéralement. Voilà qui témoigne de la puissance d'un séisme de méga chevauchement. Ceux qui se trouvent sur son chemin devront fuir pour leur vie. Les autorités japonaises ont récemment émis leur tout premier avis de méga-séisme. Cet avertissement a été déclenché par une violente secousse en bordure de la fosse sous-marine de Nankai. Bien que la plupart des alertes aient été levées et que le séisme de magnitude 7,1 ait causé peu de dégâts, des secousses ont touché le sud-ouest du Japon, entraînant un ralentissement des trains à grande vitesse pour des raisons de sécurité et affectant les déplacements de nombreux voyageurs. Toutefois, la vigilance demeure de mise face à la menace d'un méga-séisme susceptible de se produire dans la fosse de Nankai dans les décennies à venir. Sous la mer des Philippines, une plaque tectonique s'enfonce lentement sous le territoire japonais, progressant de quelques centimètres par an. Les derniers grands séismes enregistrés dans cette région datent de 1944 et 1946, chacun ayant atteint une magnitude de 8,1. Ces séismes ont provoqué des destructions considérables à travers le pays. Si un nouveau méga-séisme devait survenir dans la région, il pourrait atteindre une magnitude comprise entre 8 et 9. Les scientifiques ne s'accordent toujours pas sur la probabilité exacte de cet événement, bien qu'elle puisse être estimée jusqu'à 80%. De l'autre côté du Pacifique, des chercheurs de l'US Geological Survey ont examiné une zone critique située le long de la côte ouest des États-Unis. Connue sous le nom de zone de subduction de Cascadia, elle s'étend du nord de la Californie jusqu'au nord de l'île de Vancouver, au Canada. Au cours des 14 200 dernières années, cette région aurait connu au moins 30 séismes majeurs, avec une fréquence moyenne d'un tous les 500 ans. Cependant, la région de Cascadia demeure anormalement calme depuis longtemps, ce qui alarme les experts. Ils supposent que la zone pourrait être bloquée, avec des plaques tectoniques collées accumulant une pression immense. Une rupture soudaine d'une partie du fond marin pourrait se produire, entraînant un déplacement de plusieurs mètres. Bien que la secousse principale dure seulement 5 minutes, elle provoquerait un tsunami dévastateur persistant jusqu'à 10 heures. Si cela se produisait, ce serait, selon les experts, le pire désastre naturel de l'histoire du pays. Dans certaines zones, le sol des collines pourrait se liquéfier et se comporter comme des sables mouvants, provoquant l'effondrement des pentes, des routes et des ponts. Environ 620 000 bâtiments pourraient être gravement touchés, voire s'écrouler, y compris une centaine d'hôpitaux et 2000 écoles. Les résidents de l'État de Washington pourraient être contraints de subvenir seuls à leurs besoins essentiels, eau, nourriture et abri, pendant 2 semaines. Les scientifiques analysent les phénomènes de glissement lent, où les plaques tectoniques se déplacent de manière imperceptible sur des semaines ou des mois, libérant une quantité d'énergie insuffisante pour éviter un séisme majeur. Chaque augmentation d'un point sur l'échelle de magnitude multiplie par 40 l'énergie libérée. Ainsi, il faudrait environ 1 million de petits séismes par jour, durant 500 ans, pour égaler l'énergie dégagée par un seul séisme de magnitude 9. Ces petits tremblements de terre pourraient révéler les prémices d'un séisme majeur. Pour renforcer la surveillance de la faille de Cascadia, les experts procèdent à une cartographie plus détaillée et déploient des instruments de surveillance plus sophistiqués en mer. Un financement de plus de 10 millions de dollars a permis l'installation de capteurs sismiques et de jauges de pression sous-marine sur un câble à fibre optique au large des côtes de l'Oregon. L'objectif est de pouvoir alerter les populations à temps et potentiellement sauver des vies en cas de grand séisme. Un méga-séisme de type chevauchement a touché cette région en 1964. Connu sous le nom de Grand séisme d'Alaska, il a atteint une magnitude de 9,2
et durait plus de 4 minutes, devenant ainsi le plus puissant séisme enregistré aux États-Unis et en Amérique du Nord. Les secousses ont provoqué d'importantes fissures et des glissements de terrain. À Anchorage, de nombreuses maisons, infrastructures et routes ont été détruites, car elles n'étaient pas conçues pour résister à un séisme d'une telle intensité. Dans certaines zones, le paysage a été définitivement transformé. Ainsi, le littoral près de Kodiak et de l'île Hinchinbrook a été surélevé de 9 mètres, tandis que dans des localités comme Girdwood et Portage, le sol s'est affaissé de 2. Les routes ont dû être reconstruites à une hauteur supérieure pour prévenir les inondations provoquées par les marées. Un tsunami gigantesque de 8 mètres a anéanti le village de Chenega. De nombreuses villes côtières ont subi d'importants dégâts, non seulement en raison du séisme, mais aussi à cause des tsunamis et des incendies consécutifs. Les mois suivants ont été marqués par des milliers de répliques de moindre intensité. En août 2024, un séisme modéré, de magnitude 4,4, a frappé Los Angeles. À la suite de cet événement, le service de protection contre les incendies de Los Angeles a inspecté la ville sans relever de dommages majeurs ni de blessés. Cependant, à Pasadena, près de l'épicentre, une canalisation a éclaté à l'intérieur de l'hôtel de ville, obligeant à l'évacuation du bâtiment. Heureusement, aucun risque de tsunami n'a été signalé. La meilleure manière de réduire les risques de panique dans ces situations est de miser sur une préparation adéquate. Le Japon figure parmi les régions du globe les plus exposées au séisme, en raison de sa position au croisement de 4 plaques tectoniques. Chaque année, environ 1500 séismes y sont suffisamment puissants pour être ressentis. Cette réalité a conduit les Japonais à adapter leur quotidien à ces phénomènes. Ainsi, une loi adoptée en 1950 impose que les bâtiments soient conçus pour résister à des secousses d'une magnitude allant jusqu'à 7 sans s'effondrer. Une mise à jour, survenue 30 ans plus tard, a précisé que les bâtiments devraient en subir uniquement des dommages mineurs lors de tels séismes et continuer à fonctionner normalement. Toutefois, en cas de tremblement de terre plus puissant, la réglementation impose que la priorité soit d'éviter l'effondrement du bâtiment afin de protéger des vies humaines. À un niveau basique, cela implique de renforcer les structures avec des poutres, des piliers et des murs plus épais pour mieux résister aux secousses. Une autre approche consiste à installer des coussinets spéciaux, fabriqués avec des matériaux comme le caoutchouc, à la base des bâtiments. Certains édifices reposent même sur de larges couches de matelas qui les isolent totalement du sol, ce qui améliore leur protection face au séisme. Un gratte-ciel peut osciller de manière significative, avec un déplacement pouvant atteindre 1,50 m d'avant en arrière. Pour limiter les dommages, les ingénieurs ajoutent également des dispositifs appelés amortisseurs, à chaque 2e étage jusqu'au sommet de l'immeuble. Ces amortisseurs fonctionnent comme d'énormes pompes à vélo, mais remplies de liquide plutôt que d'air. Lors des secousses, le liquide résiste à la compression et absorbe une partie de l'énergie générée par le tremblement. Lorsqu'ils conçoivent des gratte-ciel, les ingénieurs s'efforcent de simplifier et d'équilibrer au maximum la structure. Cela implique que chaque étage ait une hauteur uniforme et que les colonnes de soutien soient réparties de manière régulière. Cependant, les architectes privilégient parfois des designs plus créatifs, ce qui les pousse à chercher des solutions de compromis pour maintenir à la fois l'esthétique et la sécurité du bâtiment. Par exemple, la Tokyo Skytree, l'une des tours les plus hautes au monde, associe un style futuriste à des dispositifs innovants conçus pour résister au séisme. Elle intègre un pilier central, inspiré des pagodes traditionnelles japonaises, ainsi que des amortisseurs sismiques qui dissipent l'énergie des secousses, garantissant ainsi sa stabilité et sa sécurité. Il y a 360 ans, un immense vaisseau britannique, le London, a explosé dans l'estuaire de la Tamise, coûtant la vie de plus de 300 personnes, parmi lesquelles des marins et leurs proches. Les causes exactes de cette tragédie demeurent incertaines, mais les chercheurs semblent aujourd'hui plus proches que jamais de percer ce mystère. Des plongeurs ont en effet découvert, par hasard, un canon en bronze remarquablement préservé. Enfoui depuis des siècles dans la vase et l'argile, cet objet pourrait bien renfermer les clés de l'énigme. Le London, bâtiment de service édifié pour la marine du Commonwealth d'Angleterre, entama son premier voyage en juin 1656. Il joua ensuite un rôle majeur dans l'histoire britannique. En 1660, il rejoignit le convoi dépêché aux Pays-Bas pour ramener Charles II et le réinstaller sur le trône. 5 ans plus tard, en mars 1665, il appareillait de Chatham et faisait cap sur Hope. De là, l'amiral Sir John Lawson était censé gagner le large.
Toutefois, juste avant d'atteindre la bouée de Nowhere, la poudre entreposée dans la Sainte-Barbe explosa soudainement. 25 personnes abritées dans le carrosse du navire survécurent, tandis que plus de 300 marins périrent noyés. Le navire se brisa en deux. Henry Bennett, comte d'Arlington, colporta la rumeur selon laquelle l'accident devait être imputé à une poudre à canon médiocre et bon marché embarquée à bord. Les spécialistes dépêchés sur l'épave conclurent alors que, si les pièces d'artillerie demeuraient récupérables, la coque, elle, était irrémédiablement perdue. Plus tard, en 1669, une tentative de renflouement de quelques canons déclencha un scandale, car on chercha à employer ces trophées pour éponger une dette qui n'avait absolument aucun rapport. En 2005, des plongeurs redécouvrirent l'épave du London. Pour la préserver, les autorités portuaires dévièrent de la voie de navigation, et une équipe d'archéologues commença une exploration méthodique du site. Cette relique apporte désormais un éclairage précieux sur l'histoire de la marine anglaise. La visibilité dans l'estuaire de la Tamise peut être épouvantable. Il arrive que l'on ne distingue même pas ce qui se trouve à plus d'un demi-mètre devant soi. L'intervention sur le site s'avère tout aussi éprouvante en raison de marées instables et d'une voie maritime très fréquentée, où d'imposants cargos continuent de circuler sans relâche. Ainsi, lorsque l'émergence d'un canon enfoui dans l'argile fut constatée, cela signifiait que les circonstances devaient être exceptionnellement favorables. Selon les spécialistes, cette pièce, coulée entre 1656 et 1657, daterait de l'époque du Commonwealth et mesurerait environ 2,50 mètres, ce qui en fait un canon de taille moyenne. Elle appartenait à une série conçue sur mesure pour le London et se trouvait autrefois sur le pont inférieur du navire. Tous les affûts du bâtiment étaient uniques, car les canons provenaient de diverses nations et de différentes périodes de l'histoire navale. Les pièces de grand calibre étaient particulièrement rares et d'un coût exorbitant, car elles nécessitaient d'importantes quantités de bronze ou de fer, ainsi qu'un moulage individuel. C'est pourquoi la marine avait coutume de réemployer les canons saisis sur les navires ennemis, les épaves ou d'anciens bâtiments. Cette découverte constitue l'un des indices susceptibles d'éclairer, à terme, le mystère entourant le drame du London. Jusqu'ici, les fouilles ont également mis au jour des chaussures en cuir, des fragments d'instruments, des outils en bois, des cordages et une boussole. Tous ces objets sont autant de pièces d'un vaste puzzle. On ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour tirer des conclusions définitives. Mais il semblerait que les pipes et les chandelles puissent avoir constitué des foyers de combustion ayant mené à l'explosion. Des ouvriers ont fait une découverte tout aussi remarquable dans une carrière inondée du sud-est de l'Angleterre, à environ 100 km de Londres. Ils sont tombés sur les restes d'un navire rarissime de l'époque élisabéthaine, retrouvé à plusieurs centaines de mètres de la côte la plus proche. Une telle trouvaille est capitale, car très peu d'embarcations de la fin du XVIe siècle ont traversé les siècles. Son étude pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre une période charnière, marquant l'essor de l'Angleterre en tant que puissance commerciale européenne. De nos jours, la carrière se situe à environ 300 mètres de la mer, mais au XVIe siècle, elle formait une partie du littoral. Les archéologues supposent que le navire s'est soit échoué sur un promontoire rocheux, soit qu'il a été volontairement abandonné sur place lorsqu'il était devenu trop endommagé pour reprendre la mer. Le navire n'a pas encore été formellement identifié, mais plus d'une centaine de fragments de sa coque ont été analysés, notamment par dendrochronologie. L'étude des cernes a révélé qu'il avait été construit avec du chêne anglais abattu entre 1558 et 1580. À cette époque, l'Europe du Nord délaissait progressivement la technique de bordage à clin, caractérisée par des planches se chevauchant comme des écailles, pour adopter le style franc-bord, venu de Méditerranée, où les planches, lisses et bord à bord, sont clouées sur une armature interne. Or, ce type de bois, une fois exposé à l'air ou à l'eau, pourrit rapidement. Mais s'il est enfoui sous une couche dense de limon ou de vase dépourvu d'oxygène, il peut se conserver durant des siècles. C'est précisément ce qui a permis à cette épave de survivre. L'équipe a recours au balayage laser et à la photographie pour documenter chaque élément du site. Une fois les recherches achevées, les archéologues prévoient d'ensevelir à nouveau les structures dans les sédiments du lac de Carrière, afin de préserver le navire pour les générations futures. En Norvège, une autre découverte encore plus improbable a eu lieu. Une équipe d'archéologues a mis au jour un navire en plein milieu d'un champ. À proximité se trouve le tertre de Gjellhaugen, un immense monument funéraire érigé par les Vikings. Le propriétaire du champ souhaitait y creuser des tranchées de drainage, mais il devait au préalable faire vérifier l'absence de vestiges importants dans le sous-sol. Les chercheurs ont utilisé un radar géologique haute résolution fixé à un véhicule tracté.
lors du balayage du terrain, ils ont constaté que la zone était jadis recouverte de tertres funéraires, dont au moins 8 n'avaient jamais été répertoriés. Sous l'un d'entre eux, le radar a révélé le contour distinct d'un navire enseveli. À l'époque des Vikings, les bateaux étaient des biens d'une valeur telle qu'ils n'étaient inhumés qu'avec des figures de tout premier plan. En Norvège, seuls 3 enterrements de ce type avaient été mis au jour, et celui-ci est le premier identifié depuis bien longtemps. Les chercheurs estiment que ce bateau remonte à l'époque viking, probablement entre les années 500 et 1000 de notre ère. Le tumulus s'étant tassé au fil des siècles, l'épave repose désormais à moins d'un demi-mètre sous terre, ce qui la rend très accessible. Long d'une vingtaine de mètres, le navire conserve encore certains éléments, tels que la quille et les planches de fond, comme l'a révélé le radar. Les archéologues prévoient de poursuivre leur exploration à l'aide de techniques non invasives, afin d'éviter toute dégradation accidentelle, et n'envisagent une fouille complète qu'en dernier recours. À des milliers de kilomètres de là, dans l'aridité du désert namibien, un mineur en quête de pierres précieuses a fait une découverte extraordinaire, une épave vieille de près de 5 siècles. Alertés, les archéologues ont rapidement établi qu'il pourrait s'agir d'un navire marchand portugais disparu au XVIe siècle, le Bom Jesus, dont la disparition mystérieuse était restée inexpliquée jusqu'alors. Parti de Lisbonne chargé de richesses et en route pour les Indes, le Bom Jesus aurait été pris dans une violente tempête au large de la pointe sud de l'Afrique, avant d'être projeté contre les côtes namibiennes. Le navire se serait alors brisé sur les rochers avant de sombrer. Lors des fouilles, les chercheurs ont retrouvé des fragments de l'épave à la fois éparpillés sur le rivage et enfouis sous une épaisse couche de sable, dont la densité a contribué à leur remarquable préservation. Les archéologues mirent même au jour un véritable trésor. Plus de 40 tonnes de marchandises déversées dans les profondeurs lorsque la coque s'est rompue et que le contenu du coffre du capitaine s'est échappé. Parmi les objets récupérés figuraient des canons, des épées, des étoffes, des instruments de navigation céleste et surtout 1845 lingots de cuivre, de lourds blocs métalliques totalisant entre 16 et 17 tonnes. Les estampilles visibles sur leur surface ont permis d'identifier leur provenance, une richissime compagnie marchande allemande. Mais la découverte la plus saisissante fut sans conteste celle de plus de 2000 pièces d'or et d'argent, frappées dans des pays aussi variés que le Portugal, Venise, la France ou encore les royaumes morts. À cela s'ajoutaient 105 défenses d'éléphants monumentales, pour un poids estimé à 2 tonnes. Destinées sans doute au luxe, ces défenses provenaient, selon les tests ADN, d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Peu de restes humains furent retrouvés sur le site, signe que l'équipage a soit réussi à s'échapper, soit péri en mer. Le 5 décembre 1952, un brouillard nauséabond jaune-gris a englouti Londres, coûtant la vie à 12 000 personnes. Ce n'était pas un simple brouillard. Il empestait les œufs pourris et s'étendait sur 48,28 km de large. Les bus se sont arrêtés, les avions ont été cloués au sol et les ambulances ont été piégées. Pendant 5 jours, la ville a disparu dans la puanteur et la boue, les rues glissantes de vases noirs. Ceux qui osaient s'aventurer dehors trébuchaient à l'aveuglette, se tachant le visage tandis que les oiseaux s'écrasaient contre les bâtiments. Avec une visibilité nulle, les voleurs sévissaient et même les spectacles en salle étaient annulés. La grande fumée a envoyé plus de 100 000 personnes à l'hôpital, laissant un sombre héritage de mort et de décomposition. Les causes de cette tragédie remontent à loin dans le passé. Quelque chose appelé « brouillard de poids » est devenu l'un des symboles de Londres au XIXe siècle. La nature n'était pas à blâmer pour ce brouillard. Il était provoqué par les gens qui brûlèrent du charbon pour chauffer leurs maisons et faire fonctionner les usines. En fait, l'air de Londres a commencé à devenir enfumé dès le XIIIe siècle lorsque les gens ont commencé à utiliser largement le charbon. La situation s'est aggravée à mesure que la ville s'agrandissait. Dès le XVIIe siècle, les gens se plaignaient déjà de l'air pollué. Le roi Jacques Ier a essayé de réduire la combustion du charbon avec de nouvelles lois, mais rien n'a vraiment changé. Avec l'apparition de plus d'usines pendant la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, le problème a pris des proportions démesurées. Le ciel était rempli de minuscules particules auxquelles l'eau s'accrochait pour former de lourds nuages sombres. Ce mélange de fumée et de brouillard est devenu si problématique que les gens l'ont appelé smog. En effet, ce mot a été inventé à Londres au début du XXe siècle. Le smog devenait parfois si épais qu'il pouvait durer toute une semaine, rendant les gens malades. Certains en mouraient même. Bien que le smog fût nocif, les gens ne voulaient pas arrêter d'utiliser le charbon parce que cela leur fournissait des emplois et chauffait leur maison. Donc le problème persistait.
Au XXe siècle, les brouillards épais se produisaient enfin moins fréquemment, car les usines commençaient à s'éloigner de la ville. Mais en ce jour de décembre 1952, un anticyclone est apparu au-dessus de Londres. Cela signifiait que l'air froid près du sol était emprisonné sous un air plus chaud en altitude, comme un couvercle retenant tout en dessous. À cause de cela, toute la fumée des usines, des voitures et des cheminées domestiques ne pouvait pas monter et s'éloigner comme d'habitude. Au lieu de cela, elle restait près du sol, se mélangeait à l'eau dans l'air et produisait un brouillard extrêmement épais et sale. De plus, les journées de décembre sont plus courtes et il faisait vraiment froid. Donc les gens devaient utiliser encore plus de charbon pour le chauffage et l'éclairage que d'habitude. Tout cela a conduit à un désastre. Il était évident que les particules de soufre provenant de la combustion du charbon rendaient le brouillard jaune et lui donnaient une odeur d'œuf pourri. Mais les scientifiques n'ont pas pu comprendre pourquoi et comment ces particules se transformaient en acide sulfurique. Des décennies plus tard, une équipe internationale de chercheurs a recréé ce brouillard inquiétant dans un laboratoire. Ils ont utilisé des échantillons d'air et des mesures atmosphériques du brouillard dans 2 grandes villes chinoises qui ont des niveaux élevés de dioxyde de soufre dans l'air, tout comme Londres pendant le grand brouillard. Ils ont découvert que l'air épais et sale, appelé brouillard de pollution, ne se forme pas de la même manière à Londres et en Chine. Dans le brouillard de Londres, la fumée provenant de la combustion du charbon libérait 2 gaz, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Ces gaz se mêlaient aux gouttelettes d'eau du brouillard, ce qui les rendait inoffensifs au départ, car l'eau diluait les produits chimiques nocifs. Mais à mesure que l'eau s'évaporait et qu'il n'y avait plus rien pour diluer les 2 dioxydes, le brouillard devenait très acide et dangereux à respirer, endommageant ainsi les poumons des personnes. Dans la Chine d'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Un 3e produit chimique, l'ammoniac, s'ajoute au mélange. L'ammoniac, qui provient des exploitations agricoles et des voitures, aide à équilibrer l'acidité du brouillard, le rendant ainsi moins nocif que le brouillard mortel de Londres. Cependant, les scientifiques ont constaté que réduire le dioxyde d'azote et l'ammoniac pourrait tout de même aider la Chine à réduire ses problèmes de qualité de l'air. Ils espèrent que leur découverte aidera à comprendre les brumes du passé londonien et donnera à la Chine des idées pour rendre son air plus propre. Cela pourrait également préserver la santé de millions de personnes à travers le monde qui vivent actuellement dans des villes à la mauvaise qualité de l'air. Après le terrible brouillard de 1952, tout le monde a compris à quel point le problème de l'air de Londres était sérieux. 4 ans plus tard, les autorités britanniques ont créé une loi appelée Clean Air Act pour empêcher qu'un tel événement ne se reproduise. Cette loi interdit aux gens de brûler des combustibles fumigènes comme le charbon dans leurs maisons ou dans les chaudières d'usines dans certaines parties de la ville. Pour aider les gens à s'adapter, les autorités leur ont donné de l'argent afin qu'ils puissent passer à des options de chauffage plus propres, comme le fioul, le gaz naturel ou l'électricité. Il a fallu du temps pour que ces changements fassent une grande différence. Et malheureusement, un autre smog dangereux s'est produit en 1962. Mais la Clean Air Act a été une étape très importante pour la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Près d'un siècle avant le Great Smoke, un autre événement nauséabond a eu lieu à Londres, le Great Stink. À cette époque, les gens n'avaient pas de salle de bain adéquate, ni de système d'égout, et tous les déchets des maisons et des usines étaient déversés directement dans la Tamise. Lorsque le temps est devenu extrêmement chaud en juillet et en août, le niveau de l'eau dans le fleuve a baissé, et des tas de déchets, parfois de 1,83 mètres, sont apparus sur les rives boueuses. L'odeur était si terrible que même la reine Victoria et le prince Albert ont dû annuler leur balade en bateau relaxante sur le fleuve. Les politiciens travaillant dans les tout nouveaux bâtiments du Parlement, situés juste à côté de la rivière, ne pouvaient pas non plus supporter l'odeur. L'air à l'intérieur était si terrible qu'ils devaient tenir des mouchoirs sur leur nez pour pouvoir respirer. Ils essayèrent même de tremper les rideaux dans le chlorure de chaux, espérant que cela aiderait à masquer l'horrible odeur. Beaucoup de Londoniens croyaient que le mauvais air, appelé miasme, causait des choses horribles comme le choléra, qui avait déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. L'ingénieur Joseph Bazalgette a résolu le problème en construisant un nouveau système d'égout qui éloignerait tous les déchets de la ville. Son système d'égout était si bien conçu qu'il fonctionne encore aujourd'hui, même si Londres a grandi pour dépasser 8 millions d'habitants. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y eut également un jour où l'on ne pouvait pas voir sa main devant son visage, et il était impossible de respirer à l'extérieur. Mais les raisons de ce Black Sunday étaient très différentes de celles du Great Smoke de Londres. En 1931, il a presque complètement cessé de pleuvoir dans le sud des Grandes Plaines.
Cette sécheresse a duré près de 10 ans. Sans pluie, les fermes se sont asséchées et le sol est devenu poussière. Des vents forts ont soufflé cette terre sèche dans l'air et ont créé d'énormes tempêtes de poussière. Ces tempêtes, appelées tempêtes noires, rendaient la respiration et la vision difficiles. Les gens ont essayé de se protéger en mettant de la vaseline dans leurs narines, en portant des masques et en scellant leur maison. Mais la poussière a quand même rendu beaucoup d'entre eux malades. En 1934, les choses empirèrent encore. Ce fut l'année la plus sèche en plus de 1000 ans. Les températures dépassèrent les 100 degrés pendant des semaines et la terre devint encore plus aride. Le 14 avril 1935, après des mois de mauvais temps, le ciel sembla enfin dégagé et il y avait à peine du vent, ce qui était rare pour cette région. Les gens sortirent, espérant que le pire était enfin passé. Un ministre de l'Oklahoma a annoncé que quelques bonnes tempêtes de pluie rendraient la terre à nouveau fertile. Mais malheureusement, ce matin-là, un vent froid du Canada a rencontré de l'air chaud dans les Dakotas et a déclenché une énorme tempête de poussière. La tempête s'est étendue sur des centaines de kilomètres de large et des milliers de pieds de haut. Une journée ensoleillée est instantanément devenue complètement sombre. Les conducteurs ont dû se cacher dans leurs voitures et d'autres personnes se sont réfugiées dans des caves, trouvé refuge dans des granges, des casernes de pompiers, des abris anti-tornades et sous leur lit pour rester en sécurité. La tempête n'a pas cessé pendant des heures et a coûté la vie à au moins 20 personnes. De nombreuses personnes ne pouvaient pas arrêter de tousser et un homme est devenu aveugle. La tempête était si forte qu'elle a transporté 300 000 tonnes de terre à travers le pays et a même atteint la côte est. Non pas un tremblement de terre, mais un méga-séisme pourrait se produire au Japon. C'est plus effrayant, plus grand et plus destructeur que les secousses ordinaires. Cependant, le problème est qu'il se produira sous l'eau, ce qui signifie qu'il déclenchera un gigantesque tsunami de 30 mètres de haut. Une colonne d'eau, presque aussi haute qu'un immeuble de 10 étages, s'effondrera sur les villes côtières, anéantissant des centaines de maisons. Le flux d'eau peut détruire tout sur son passage comme une boule de bowling qui renverse les quilles. Et puis, une autre vague peut arriver, et encore une autre. Toute personne à risque devrait être sur ses gardes. Comment survivre? Vous le découvrirez plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, voyons ce qu'est un méga-séisme. C'est un tremblement de terre d'une magnitude de 9 ou plus. C'est un phénomène très rare. Et cela ne dépend pas de la puissance du secousse, mais de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est puissant. Mais qu'est-ce que ces failles? Ce sont des fissures dans les roches de la croûte terrestre, qui se déplacent l'une par rapport à l'autre. Imaginez un grand puzzle où chaque détail est une plaque tectonique géante. Lorsqu'une partie du puzzle s'éloigne d'une autre, ou lorsqu'elle se heurte, c'est à ce moment-là que les tremblements de terre commencent. Si la faille entre les parties est longue, alors la magnitude du tremblement de terre est grande. Le plus grand méga-séisme jamais enregistré s'est produit le 22 mai 1960 au Chili. La faille mesurait presque 1600 km de long. C'est presque la moitié de la distance entre Chicago et Los Angeles. Et maintenant, un méga-séisme similaire peut se produire sous l'eau. C'est ainsi que tout a commencé. L'année dernière, le 8 août, à 16h42, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 s'est produit dans le sud du Japon. Les secousses sont apparues au large de l'île principale de Kyushu. Tout le monde était terrifié car il s'attendait à ce qu'un grand tsunami apparaisse. Mais heureusement, ils n'ont fait face qu'à une petite vague. Elle s'est effondrée sur le rivage, mais n'a pas détruit de bâtiment. Environ 15 personnes ont été blessées, ce qui est triste bien sûr. Mais cela aurait pu être pire. Il semblait que la catastrophe était passée. Les habitants ont poussé un soupir de soulagement. Cependant, après cela, l'agence météorologique du Japon a envoyé un avertissement concernant un possible méga-séisme qui pourrait être incroyablement dévastateur. Un précédent tremblement de terre de magnitude 7,1 pourrait être un présage d'une catastrophe imminente, une catastrophe qui pourrait affecter 250 000 de personnes. Dès que les gens ont entendu ça, ils se sont précipités pour acheter des provisions. L'augmentation de la demande et une légère panique ont entraîné des pénuries de riz et de plusieurs autres produits de base. Les gens faisaient des provisions de nourriture et se préparaient au pire, mais, une semaine plus tard, l'agence météorologique du Japon a annulé l'avertissement. Il s'est avéré que le petit tsunami sur l'île de Kyushu n'était pas un présage. Personne ne sait si un méga-séisme et un tsunami se produiront dans cette région.
mais les chances sont très élevées. Pour comprendre la nature de ce danger, nous devons plonger sous l'eau dans un endroit appelé la fosse de Nankai. C'est une faille sous-marine de 800 km de long qui court presque parallèlement à la côte pacifique du Japon. C'est ici que deux énormes sections de la croûte terrestre se rencontrent. La plaque de la mer des Philippines et la plaque eurasienne. Et la plaque des Philippines est en train de subducter et glisse lentement sous la plaque eurasienne, sur laquelle le Japon est partiellement situé. Pendant ce mouvement, les plaques se bloquent, accumulant de l'énergie. Par la suite, lorsqu'elles se déplacent et s'alignent à nouveau, elles libèrent une formidable décharge d'énergie. Et cette énergie est capable de provoquer l'un des tremblements de terre les plus puissants au monde. Les experts rapportent que la probabilité d'un méga tremblement de terre et d'un tsunami est d'environ 80%. Au cours des 1400 dernières années, des méga-séismes se sont produits tous les 100 à 200 ans dans cette région. La dernière fois que cela s'est produit au Japon, c'était en 1946. L'ensemble du pays a ressenti une puissante secousse qui a détruit 36 000 maisons dans la partie sud de l'île de Honshu. Chaque année, la probabilité qu'une telle catastrophe se répète augmente de 1%. Et savez-vous combien d'années se sont écoulées ? 79. Selon les experts, un méga-séisme d'une magnitude de 8 à 9 peut déclencher un tsunami qui inondera les petites îles au large des côtes du Japon. Et les zones densément peuplées des îles de Honshu et de Shikoku peuvent être inondées en quelques minutes. Des centaines de milliers de personnes sont en danger. Les dégâts pourraient se chiffrer en milliards, voire en milliers de milliards de dollars. Selon certains rapports, environ 530 000 personnes pourraient perdre leur logement. Pour sauver des vies, le pays a besoin de procéder à une évacuation à grande échelle. Mais le problème est que personne ne connaît la date exacte. De manière générale, personne dans le monde ne peut prédire à l'avance quand le prochain grand tremblement de terre se produira. Dans le cas de la fosse de Nankai, cela peut arriver dans quelques jours, quelques années, voire des siècles. Alors, que devraient faire les gens ? Se préparer. Le Japon connaît des tremblements de terre depuis longtemps, si bien que le pays a appris à survivre à un désastre avec des pertes minimales. Presque tous les bâtiments au Japon sont équipés d'amortisseurs, qui sont des dispositifs qui suppriment les vibrations et rendent les maisons plus résistantes aux secousses. De plus, sur les côtes du Japon, les habitants ont construit de longues et hautes barrières qui empêchent les vagues puissantes de s'écraser sur la terre. Le Japon dispose également d'un système avancé d'alerte au séisme. Il est impossible de prédire une activité sismique puissante en quelques jours ou semaines, mais il est possible de détecter de petites secousses qui peuvent annoncer un séisme imminent. Des dispositifs spéciaux surveillent les signaux sismiques et transmettent les données à certains programmes. Ensuite, ceux-ci évaluent la magnitude et l'intensité des secousses et envoient des avertissements sur les téléphones des habitants. Cela peut sauver des secondes et même des minutes pour que les habitants puissent atteindre l'abri le plus proche à temps. Ces systèmes sont également utilisés pour ralentir la vitesse des trains et pour arrêter le travail dans les usines, les hôpitaux et les immeubles de bureaux. Il est beaucoup plus sûr pour un conducteur de train de ralentir pendant un tremblement de terre que de foncer à pleine vitesse. Mais que se passe-t-il si vous êtes dans la rue et que vous ne pouvez pas entendre les messages de votre téléphone ? Comment agir en cas de catastrophe ? Cela s'applique non seulement au Japon, mais aussi à tout endroit où un tsunami ou un tremblement de terre peut survenir. Pour survivre à un tsunami, vous devez vous y préparer bien avant qu'une grosse vague ne frappe. Il est très important d'avoir de bonnes relations avec les voisins. Soyez aimable avec eux, aidez-les et traitez-les bien. En période de problème ou de catastrophe, c'est formidable d'avoir des personnes avec qui vous avez une bonne relation. Elles peuvent vous aider à vous sortir d'une situation difficile, et vous pouvez également les aider. Soyez gentils et compatissants envers les gens. De cette façon, il est beaucoup plus facile de survivre à toute catastrophe. Préparez un sac à dos avec les éléments essentiels à l'avance. Il s'agit d'une trousse de premiers secours, de nourriture en conserve, de lampes de poche, d'une radio à pile et d'eau en bouteille. Tout cela ne sauvera pas seulement votre vie, mais aidera également d'autres personnes en difficulté. Donc, si vous sentez un tremblement de terre commencer, courez immédiatement vous mettre à l'abri. Si vous êtes chez vous, essayez de vous tenir contre un mur le plus proche possible du centre du bâtiment ou rampez sous un meuble lourd qui est fermement posé au sol, comme un bureau ou une table ordinaire. Éloignez-vous des fenêtres et des portes d'entrée et n'utilisez jamais un ascenseur. Si vous êtes dans la rue, ne vous approchez pas des lignes électriques et des objets qui pourraient tomber. Pendant un tsunami, il vous faut monter le plus haut possible pour éviter d'être englouti par l'eau. Restez aussi loin du rivage que possible et ne descendez pas tant que vous n'êtes pas sûr que c'est sans danger.
Mais comment pouvez-vous être informé d'une vague approchante si vous n'avez pas reçu l'alerte? Lorsqu'un tsunami s'approche du rivage, vous entendrez un rugissement similaire au grondement d'un train ou d'un avion qui passe. S'il n'y a pas d'élévation à proximité, essayez alors d'atteindre les étages supérieurs. Cela doit être au moins le 3e étage, mais cela doit être un bâtiment capable de résister à un tsunami, comme une maison massive en béton. S'il n'y a pas de tels bâtiments élevés à proximité, essayez de grimper à un arbre massif. Quand le sinistre est terminé, regardez autour de vous et trouvez ceux que vous pouvez aider. Écoutez les messages des secouristes via la radio ou la télévision. Si tout va bien, vous pouvez alors gérer les conséquences. Oui, il y a beaucoup de travail à venir, mais vous avez survécu et aidé les autres à survivre. Et c'est là l'essentiel. Un séisme de magnitude 15 pourrait détruire complètement la planète et faire s'évaporer toute l'eau en quelques secondes, rendant la Terre inhabitable. Plus d'1 demi-million de séismes sont enregistrés chaque année. Mais aucun n'atteint une telle magnitude. 90% des tremblements de terre se produisent dans la ceinture de feu du Pacifique. Le sol y est comme de la gelée. Il tremble presque constamment. Le séisme le plus puissant qui ait jamais frappé la Terre avait une magnitude de 9,5. Une telle puissance est capable d'allonger ou de raccourcir une journée. Or, il se produit sans doute en ce moment même un séisme tout près de vous, causé par un grain de poussière atterrissant sur une table. Mais sa magnitude est de moins 15. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent. Ce sont comme des pièces de Lego mal fixées. Lorsqu'elles se déplacent vers le haut, vers le bas ou se heurtent les unes aux autres, le sol se déplace aussi, ce qui déclenche des secousses. Cette énergie est comme celle d'une batterie. Elle peut être stockée pendant très longtemps, jusqu'à 500 ans. Lorsqu'elle est soudainement libérée, les conséquences sont terribles. Même les structures les plus solides succombent à cette force implacable qui provoque d'immenses destructions. Dans certains cas, les tremblements de terre peuvent même déclencher des tsunamis, amplifiant le chaos. Une telle puissance peut fissurer et ouvrir le sol et causer des dommages d'une grande gravité. La force d'un tremblement de terre est mesurée par l'échelle de Richter, mais on la mesure aussi par l'échelle de magnitude de moment. Lorsqu'il y a un séisme, nous entendons parler de sa force. Elle est généralement de 1 à 10. Heureusement, nous n'avons pas encore eu de tremblement de terre de puissance 10 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre le plus puissant de l'histoire moderne s'est produit au Chili dans les années 60. Il était d'environ 9,5 sur l'échelle de Richter, et il a modifié la rotation de la Terre et la durée de nos journées de près de 2 millisecondes. Il a également provoqué un tsunami d'une grande violence et affecté une vaste zone de 4000 km². L'échelle de Richter n'a en réalité pas de limite. Cependant, tout ce qui dépasserait les 25 n'aurait pas besoin d'être mesuré car si cela arrivait, nous nous transformerions tout simplement en poussière, et personne ne se soucierait de mesurer la catastrophe. Comme nous l'avons dit, le tremblement de terre le plus violent avait une magnitude de 9,5. Si cette magnitude avait été plus forte d'1 demi-point seulement, cela aurait créé une ligne de rupture de 3500 km de long. C'est presque 7 fois la taille du Wyoming. Un tremblement de terre de magnitude 11 créerait une fissure courant sur la moitié du globe. D'immenses tsunamis frapperaient dans les zones côtières, détruisant tout, et nous connaîtrions une crise environnementale de grande ampleur. Si vous aimez la randonnée, vous auriez alors de nouvelles montagnes à explorer, créées par le terrifiant tremblement de terre. Même la température pourrait augmenter en raison des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre résultant de ce désastre. Notre planète serait comme un four brûlant. Les zones les plus sûres seraient celles qui sont le plus éloignées des villes, des mers, des océans et des montagnes, où les glissements de terrain seraient plus rares. Les pays non préparés aux tremblements de terre seraient totalement détruits et les villes se transformeraient en tas de décombres et de poussière. Et monter encore sur l'échelle de Richter ne ferait qu'aggraver les choses. Mais rassurez-vous, un tremblement de terre de cette puissance est impossible. La Terre ne dispose pas d'assez d'énergie pour produire de tels séismes. Mais il y a quelque chose qui possède beaucoup plus de puissance et qui peut provoquer des méga-séismes. Les astéroïdes ont suffisamment de force pour détruire notre planète, comme nous le savons bien depuis l'ère des dinosaures. Cet astéroïde faisait environ 10 km de long et a causé d'énormes dégâts sur la planète. Il a déclenché des tremblements de terre qui ont secoué le sol pendant des mois. Ces tremblements de terre étaient environ 50 000 fois plus violents que le fameux séisme du Chili.
Et ils ont provoqué un tsunami 30 000 fois plus puissant que le tsunami de l'océan Indien. Pourtant, ce dernier était l'un des tsunamis les plus dévastateurs à avoir jamais frappé la Terre. Les tremblements de terre causés par l'astéroïde en question avaient une magnitude de 11, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus puissante et la plus effrayante jamais enregistrée. Espérons que cela ne se reproduise pas. Le tsunami de l'océan Indien n'a affecté que certaines zones. Le tsunami de l'astéroïde, quant à lui, a affecté la planète entière et ses vagues mesuraient 10 mètres de haut. Même si vous aviez voyagé jusqu'à l'endroit le plus reculé de la Terre, vous n'auriez pas pu échapper à ce cauchemar. Un séisme de magnitude 15 ne serait pas 50% plus fort que le séisme du Chili. Cette échelle ne fonctionne pas comme ça. Il serait environ 100 millions de fois plus puissant qu'un séisme de magnitude de 9,5. Il pourrait faire s'évaporer toute l'eau sur Terre, nous laissant dans un désert immense sans possibilité de survie. Tous les écosystèmes s'effondreraient, toutes les chaînes alimentaires seraient rompues, et probablement seules quelques bactéries ultra-résistantes survivraient à ce fléau. Et ce n'est de là qu'une toute petite partie de la catastrophe qui surviendrait alors. L'océan régule la température de notre planète. Sans lui, la Terre serait super chaude. L'océan sert également de bouclier contre les puissants rayons du soleil. Il absorbe la chaleur et refroidit la Terre. Selon les scientifiques, le plus grave pour nous serait l'impossibilité pour la croûte terrestre de résister aux violentes secousses d'un tremblement de terre de magnitude 15. Si par miracle notre planète survivait et ne tombait pas immédiatement en poussière, il y aurait quand même d'énormes failles dans sa croûte. Le sol deviendrait gélatineux. Il bougerait de manière aléatoire, vers le haut, le bas, la gauche et la droite, et aucun bâtiment ne pourrait tenir. Nous serions renvoyés à l'époque de Stonehenge. De tels mouvements tectoniques sont extrêmement dévastateurs. Une chose similaire s'est produite au Japon, lorsque les plaques tectoniques se sont écartées d'une 50aine de mètres l'une de l'autre, puis se sont rapprochées, créant un séisme de magnitude 9. Aucun endroit sur Terre n'est à l'abri de ce phénomène naturel qui fait froid dans le dos. Pourtant, certaines zones sont plus susceptibles d'être détruites que d'autres, comme la ceinture de feu, où se produisent 90% des séismes. C'est un endroit où les séismes sont presque quotidiens. La ceinture de feu est située dans l'océan Pacifique. Elle forme comme un anneau le long des continents qui bordonnent le Pacifique. Là, plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, et le sol y est extrêmement instable. Pour rendre le problème encore plus terrifiant, 75% des volcans actifs se trouvent dans cette zone. 90% des volcans endormis s'y trouvent également, rendant cet endroit extrêmement dangereux. Les scientifiques surveillent attentivement cette région et cherchent un moyen de prédire quand le prochain séisme frappera. Mais la ceinture de feu n'est pas le seul endroit à risque. En Californie, le long de la faille de San Andreas, 2 plaques tectoniques ont accumulé de l'énergie pendant plus de 200 ans. La faille de San Andreas s'étend sur 1150 km et pourrait causer un puissant tremblement de terre. Les gens de cette région ont très peur des séismes. Celui de San Francisco en 1906 a marqué les esprits. Il avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Les prédictions des scientifiques sont effrayantes. Ils disent que la probabilité d'un tremblement de terre de magnitude 6,7 est très élevée dans la région. Si tout commence à mal tourner, il vous faudra savoir quoi faire. Évitez tout ce qui peut vous tomber dessus. Fenêtres, placards et plafonds instables. Les experts ont l'habitude de dire que dans de telles circonstances, il faut se baisser, se couvrir et s'accrocher. Restez près du sol. Cachez-vous sous quelque chose de stable et ne bougez pas jusqu'à ce que les secousses cessent. Restez même sous votre abri pendant 2 minutes de plus, au cas où il y aurait des répliques ou des chutes de débris. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Si ça sent le gaz, n'allumez pas les lumières et ne faites rien qui pourrait l'enflammer. Restez fort et gardez courage. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin.
Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe. La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pourraient être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes, donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois,
Vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas deux, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs vont creuser profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au XIXe siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. Tu reçois des amis pour dîner. Tu poses ton verre sur le comptoir et tu vas aider ton ami à apporter les desserts. À ton retour, tu regardes le liquide dans ton verre. Il s'agite et les glaçons ressemblent à des bateaux sur une mer agitée. Et puis, ce tremblement gagne ton corps. Au plafond, le lustre se balance violemment. Puis tu entends quelqu'un crier « Tremblement de terre !» La maison et tout ce qu'elle contient s'agitent d'avant en arrière. Tu essaies de courir pour te mettre à l'abri, mais les secousses t'empêchent d'avancer. Tu as du mal à garder ton équilibre. Les armoires semblent posséder et les verres et toute la vaisselle s'envolent et s'écrasent par terre. Les étagères de livres basculent et tout ce qui est accroché au mur vacille et tombe. Tu te jettes sous la table de la salle à manger en essayant de ne pas te blesser avec toute cette vaisselle cassée. Oui, tu as déjà vécu des tremblements de terre, mais jamais comme ça. Tu vérifies ton téléphone, aucun signal. Tu n'arrives pas à croire ce qui est sur le point de se produire. Des cris s'élèvent autour de toi et soudain la maison s'effondre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. La catastrophe est survenue dans l'après-midi alors que l'activité humaine battait son plein. Pour causer des dommages graves et irréversibles, il faut une magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter. Celui-ci était de 9,5. Cette partie du Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone volcanique et sismique la plus active au monde. La secousse initiale a duré environ 10 minutes, et après 2 jours, les nombreuses répliques étaient encore suffisamment puissantes pour réveiller un volcan dans le sud du pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le tremblement de terre a provoqué une série de raz-de-marée dans tout l'océan Pacifique, certains atteignant plus de 25 mètres de haut. Les vagues et les secousses étaient si violentes que même Hawaï, le Japon et les Philippines furent touchés.
Les dégâts s'élevèrent à près d'un demi-milliard de dollars selon le cours de l'époque. De nombreuses personnes se retrouvèrent sans abri. Une grande partie des infrastructures furent détruites. À perte de vue, les bâtiments s'écroulaient et les débris s'empilaient. Les scientifiques estiment que ce tremblement de terre fut si puissant qu'il déplaça l'axe de la Terre, raccourcissant nos journées de 1,26 microsecondes. Cela peut sembler peu, mais réfléchis-y. Une catastrophe naturelle a été assez puissante pour faire bouger le temps. De nombreuses villes côtières furent anéanties et il y eut de nombreuses inondations. Les conséquences sur l'économie furent dramatiques. Selon des études, si ce tremblement de terre se produisait aujourd'hui, il causerait plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Alors, que se passerait-il si un tremblement de terre de 2 fois cette force survenait soudainement ? Eh bien, tout d'abord, ces effets se feraient probablement sentir sur une très grande distance. Les raz de marée ne toucheraient pas seulement les côtes du Japon et des Philippines, mais atteindraient la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Australie. Et ces vagues dépasseraient nettement les 25 mètres. Elles pourraient être 2 fois plus hautes. Imagine 8 girafes empilées les unes sur les autres qui se précipitent vers toi. Près de la côte, tu verrais la mer se mouvoir. L'eau se mettrait à refluer et tu verrais l'endroit où vivent les poissons. Et tu saurais alors qu'il est temps de prendre tes jambes à ton cou. Un tsunami serait probablement sur le point de se produire. Imagine que cela se produise vraiment. Tu es pris sous les décombres sans trop savoir ce qui est en train de se passer. Tu parviens à te libérer et à remonter à l'air libre. Et tu n'es pas seul, car toutes les maisons du quartier ne sont maintenant plus que des briques et gravats. Les ponts se sont effondrés et les gens sont bloqués de chaque côté. Tu regardes autour de toi, époussettes tes vêtements et tu cours chercher de l'aide. Des camions de pompiers et des ambulances circulent entre les voitures arrêtées et les décombres. Tu essaies de rejoindre ta voiture, mais les répliques sismiques continuent et t'empêchent d'avancer. Comme toutes les antennes cellulaires sont hors service, tu ne peux appeler personne. Tes genoux tremblent, mais tu tiens bon. En arrivant à ta voiture, tu vois qu'un rocher l'a écrasé. Comme une canette de soda géante. Tu continues à pied et tu gagnes finalement le centre-ville. On dirait qu'un géant s'est mis en colère et a fait tomber tous les bâtiments. Tu avances et tu essaies de trouver de l'aide. Soudain, ton téléphone vibre. Tu regardes et tu vois un millier de notifications relatives à un tremblement de terre de magnitude 20. Tu trembles encore, mais le sol ne bouge plus pour l'instant. Oh oh, tu entends quelque chose au loin et ça se rapproche. À ta droite, tu vois des vagues aussi hautes que des immeubles te foncer dessus. Encore sous le choc et ne sachant pas quoi faire, tu reprends soudain tes esprits. Et tu cours! Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Il y a un tsunami juste derrière toi et devant toi, des bâtiments en ruine avec des pierres et du béton qui tombent encore partout. Attends, il y a un bâtiment encore debout. Tu dois absolument t'y réfugier. Tu arrives devant l'ascenseur, mais il est bloqué. Pas étonnant. Tu te précipites alors dans les escaliers aussi vite que possible, trébuchant sur du verre et du plâtre, mais trouvant à chaque fois la force de te relever. Tu regardes par une fenêtre et tu vois l'eau. Elle est si proche. Tu es presque au sommet. Encore quelques volets et... splash! L'eau pénètre dans le bâtiment et te fait redescendre d'au moins 2 étages. Tu n'y vois pas grand-chose. Pourtant, tu sais que tu dois nager vers le haut. Mais l'eau continue de te pousser vers le bas. Après environ 30 secondes, tu réussis à remonter à la surface et tu continues à grimper jusqu'au sommet. Tu arrives au dernier étage et tu t'effondres sur le toit. Tu es en sécurité, pour le moment. Le raz-de-marée est toujours aussi fort. Il se ferait un chemin dans le centre-ville ravagé. Ton téléphone est maintenant rempli d'eau et complètement inutile. Tu as une vue à 360 degrés de ta ville, couverte d'eau et de débris. Le sol se remet à trembler. Tu te dis que tu vas rester assis là jusqu'à ce que tout soit terminé et qu'un hélicoptère de secours arrive. Mais soudain, une énorme explosion qui te crève presque les tympans vient secouer le sol. Au loin, de la fumée s'élève et bientôt, elle remplit le ciel entier. Son opacité masque le soleil du matin. C'est alors que tu aperçois de la lave jaillir dans les airs et retomber non loin. Se transformant en un fleuve, elle recouvre peu à peu toute la ville. Avec un tel mouvement sismique et la forte intensité du tremblement de terre, les plaques tectoniques du monde entier se sont déplacées et le magma est remonté vers la surface. De la vapeur commence à s'échapper, puis la chaleur te saisit. Tu vois le magma s'étaler sur le sol comme une couverture, dévorant toutes les voitures sur son passage. Le pire, c'est que la lave fait fondre les fondations des immeubles qui avaient résisté au tremblement de terre et au tsunami. Au loin, les bâtiments sont en train de s'effondrer dans la nappe de lave impétueuse qui recouvre ta ville. Un par un, ils s'écroulent tous. Cela signifie... Oh oh, l'immeuble sur lequel tu te trouves vacille lui aussi. Il est sur le point de céder. C'est alors que tu vois la lumière. Tu lèves les yeux et tu aperçois un hélicoptère dans le lointain.
Tu agites tes bras, tu cours, tu sautes, n'importe quoi pour te faire remarquer. Et ça marche. L'hélicoptère fait quelques cercles et te lance enfin une échelle de corde. Pendant qu'on te hisse à bord de l'hélico, tu regardes le monde en dessous de toi qui s'agite comme des nouilles dans une passoire. Tu atterris à quelques kilomètres et tu es immédiatement pris en charge par un médecin dans un centre de triage d'urgence. Tu fais partie des chanceux. 1 an plus tard, l'eau du tsunami s'est retirée, la lave a refroidi, mais tout ce magma a profondément modifié les sols et toute la ville a disparu. La catastrophe a plongé le pays entier dans un cauchemar économique qui durera des décennies. Il faut des mois pour répertorier les rues, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques dangereux ou de tuyaux de gaz endommagés. On reconstruit ta ville plus loin dans les terres, à l'écart de son site d'origine. Dans d'autres villes, on reconstruit directement sur les ruines. Dans d'autres encore, on déplace simplement les populations vers des lieux que la catastrophe n'a pas touchés. En Indonésie, un tremblement de terre a commencé en 1829 et a duré pas moins de 32 ans. Il a atteint son apogée en 1861 avec une magnitude d'environ 8,5. Il a été causé par les plaques tectoniques situées sous l'archipel, qui se heurtent lentement les unes aux autres. Les chercheurs ont découvert que le séisme avait commencé à se produire depuis un certain temps, après avoir analysé le corail de la région. Ils ont découvert qu'il était périodiquement exposé à l'air libre. Cela a été causé par ce tremblement de terre progressif qui a déplacé la Terre de haut en bas. Les scientifiques appellent ce tremblement de terre silencieux, qui dure des décennies, des événements de glissement lent. Un seul éclair peut réchauffer l'air à environ 30 000 degrés Celsius. La chaleur conduit l'air à se dilater rapidement, créant une onde de choc ou un boom que nous connaissons sous le nom de tonnerre. Il y a près de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Cela signifie qu'il y a environ 422 arbres pour chaque personne. Avant l'arrivée des humains, le nombre était plus proche de 6000 milliards. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, dont la profondeur moyenne est d'environ 4 km. 97% des volcans de la Terre se trouvent sous l'eau, ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive qui fait plus de 64 000 km de long. Les humains ont extrait environ 190 000 tonnes d'or de la planète. Les experts prévoient qu'il en reste environ 20% à extraire, mais cette estimation est constamment sujette à changement. Le plus grand volcan actif du monde se trouve à Hawaï. Appelé Mauna Loa, il se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que la majeure partie du volcan est sous l'eau, son sommet se trouve à une distance stupéfiante de 17 km de sa base, soit l'équivalent de plus de 160 terrains de football. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 58 degrés Celsius. Elle a été enregistrée à El Azizia, sur le territoire de l'actuelle Libye, le 13 septembre 1922. Et la température la plus basse a été enregistrée à la station russe de Vostok en 1983 avec moins 90 degrés Celsius. La Terre est la 5e plus grande planète du système solaire, derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sa circonférence est d'environ 40 000 km et il faudrait à une personne environ 8 300 heures pour en faire le tour à pied. La séparation entre les continents rendrait cependant une telle expédition presque impossible. Il faut 365,25 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Comme nos années calendaires ne comptent que 365 jours, nous ajoutons un jour intercalaire en plus tous les 4 ans pour compenser la différence. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre plus d'un huitième de la surface habitée de la Terre, mais sa population est relativement faible compte tenu de sa taille. La Terre est la seule planète à posséder exactement une lune. Mercure et Vénus n'ont pas de satellite, alors que toutes les autres planètes en ont 2 ou plus. La Terre est âgée de plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont calculé ce chiffre en examinant les plus anciennes roches de la planète ainsi que les météorites qui s'y sont écrasées. Ils ont utilisé les météorites car elles se sont formées en même temps que la Terre, lorsque le système solaire se formait. Le sol sur lequel nous marchons est en majeure partie recyclé. Le cycle des roches de la planète transforme les roches ignées en roches sédimentaires, puis en roches métamorphiques et inversement. Comme la Terre, notre Lune connaît aussi des séismes. Ils sont moins fréquents et moins intenses que les nôtres et sont causés par des contraintes de marée. Une contrainte de marée est le rapport entre la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et celle de la Terre sur la Lune. Bien qu'il ne soit que le 5e plus grand continent du monde, l'Antarctique abrite 70% de l'eau douce de la planète et environ 90% de sa glace. Bangkok est la ville la plus visitée au monde, avec 23 millions de visiteurs rien qu'en 2019.
Paris, Londres, Dubaï et Singapour constituent les autres villes du top 5. La couche la plus basse de l'atmosphère terrestre s'appelle la troposphère, et c'est elle qui cause les phénomènes météorologiques. La lumière du soleil chauffe la surface de la planète, ce qui fait monter l'air chaud dans la troposphère. Cet air se dilate ensuite et se refroidit lorsque la pression atmosphérique diminue, puis redescend et est à nouveau réchauffée par la Terre. Les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes de la planète, certaines étant même visibles depuis l'espace. Les récifs coralliens abritent le plus grand nombre d'espèces par superficie de tous les écosystèmes de la Terre, bien plus que les forêts tropicales. Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes. Elle se situe à 11 km sous le niveau de la mer. Les bandes côtières représentent environ 20% du territoire des États-Unis, mais abritent plus de 50% de la population américaine. La Terre n'est pas vraiment une sphère, c'est plutôt une boule écrasée avec un renflement à l'équateur. Ce renflement est causé par la force de rotation de la Terre qui aplatit légèrement les pôles nord et sud. La Terre tourne sur son axe, qui est une ligne droite imaginaire. La planète connaît différentes saisons parce que cet axe est incliné, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent plus directement différentes parties de la planète selon la période de l'année. Si le Soleil avait la taille d'une porte, la Terre aurait la taille d'une pièce d'1 centime. La vitesse de rotation de la Terre diminue progressivement, mais cela se produit si lentement qu'il faudrait jusqu'à 140 millions d'années pour que la durée d'une journée passe à 25 heures. Le plus gros animal du monde est la baleine bleue de l'Antarctique. Elle peut atteindre une longueur de 30 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids de 33 éléphants. La température au centre de la Terre est à peu près la même que celle de la surface du Soleil, soit près de 5500 degrés Celsius. La Terre est environ 10 000 fois plus vieille que les humains. La Terre est âgée d'environ 4,5 milliards d'années, alors que les humains existent depuis tout au plus 450 000 ans. Il existe environ 34 000 espèces connues de poissons. Le nombre réel est certainement bien plus élevé car 95% de nos océans n'ont toujours pas été explorés. La route 66 aux États-Unis est plus longue que la distance entre la surface de la Terre et son noyau. La distance jusqu'au noyau est d'environ 3000 km, tandis que la route 66 mesure environ 4000 km. La Terre est composée de 3 éléments principaux, la croûte, le manteau et le noyau, lui-même divisé en noyau externe et noyau interne. Les scientifiques ont estimé qu'il y avait environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la planète. Sur ce total, entre 1 et 2 millions de ces espèces sont des animaux. Mais environ 86% des espèces terrestres et 91% des poissons n'ont pas encore été découverts. Les anciens astronomes pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Pendant 2000 ans, ils ont cru que la Terre était statique, tandis que d'autres corps voyageaient en orbite autour de nous. C'est en 1543 que Copernic a publié son modèle d'un système héliocentrique. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Sa densité varie selon ses différentes croûtes, mais la densité moyenne de la planète est d'un peu plus de 5 grammes par centimètre cube. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète. Son sommet est l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer, à environ 9000 mètres. Chaque année, 1 trilliard de flocons de neige tombent sur la Terre. Cela représente 1 million de milliards de flocons de neige. La neige recouvre environ 31% des terres émergées de la Terre chaque année. Sur toute l'eau de la Terre, seuls environ 3% sont de l'eau douce, tandis que les 97% restants sont de l'eau salée. Sur ces 3%, environ 2% sont prisonniers de la glace et des glaciers. Donc moins de 1% de l'eau douce de la planète se trouve en fait dans les lacs, les rivières et les nappes souterraines. La plus grande étendue d'eau intérieure du monde, autrement dit un lac au sens strict du terme, est la mer Caspienne. Elle a une superficie de 363 000 km². Le lac le plus profond du monde est le lac Baïkal en Russie, qui a une profondeur de 1615 mètres. L'atmosphère de la Terre est composée d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène, complétée par de petites quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz rares. On pense qu'aucune autre planète ne possède autant d'oxygène, ce qui explique pourquoi la Terre est la seule planète où la vie ait été découverte, jusqu'à présent. En dehors de la Lune, 2 astéroïdes se trouvent en mouvement coorbital avec la Terre. Parfois appelée la deuxième lune de la Terre, 3753 Kruitney est un astéroïde qui semble suivre la Terre en orbite, mais qui poursuit en fait son propre chemin autour du Soleil. 2002 AA29 est un autre astéroïde effectuant une orbite en fer à cheval autour de la Terre, qui l'attire auprès d'elle tous les 95 ans.
L'événement s'est produit en Islande, le vendredi 19 mars 2021 à 20h45. À environ 30 km au sud-ouest de la capitale, la roche en fusion a soudainement fait irruption à la surface depuis les entrailles de la Terre. Des jets de lave brillantes ont ensuite illuminé le ciel nocturne. Le volcan de cette vallée s'est enfin réveillé après un sommeil profond de près de 800 ans. On divise généralement les volcans en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints. Environ 1900 d'entre eux sont considérés comme actifs autour du globe. Cela signifie qu'ils sont entrés en éruption dans un passé récent et qu'ils le referont probablement dans un avenir proche. Les volcans dormants ne sont pas entrés en éruption depuis longtemps, mais ils pourraient le faire dans le futur. On peut dire qu'ils sont en quelque sorte endormis. Quant aux volcans éteints, ils n'ont pas montré de signes d'activité depuis plus d'1 million d'années. L'éruption islandaise n'a pas été très explosive, et tout cela s'est produit à 15 km de la ville la plus proche, donc tout le monde était parfaitement en sécurité. Beaucoup de curieux sont même venus voir le phénomène de près, tandis que d'autres visiteurs courageux ont essayé de faire frire des œufs et du bacon sur la lave. Celle-ci peut atteindre plus de 1250 degrés Celsius. Elle brûle tout sur son passage. Pourtant, elle produit aussi certaines des terres les plus fertiles pour l'agriculture. Cette éruption a produit une quantité relativement faible de lave au début, mais elle s'est répandue dans la vallée dans plusieurs directions, formant une sorte de bouclier qui ne cesse de s'étendre. On ne peut jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de l'épaisseur de la lave et de la pente de la montagne. La lave peut s'écouler lentement, à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse moyenne de marche d'une personne. Ou bien elle peut dévaler à une vitesse de 48 km/h, ce à quoi même l'homme le plus rapide du monde ne peut échapper. Mais la lave n'est même pas l'émanation la plus dangereuse des volcans. Ce sont les gaz toxiques qui s'échappent de l'éruption. Ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Heureusement, dans le cas de l'Islande, le vent a poussé ces gaz loin des zones résidentielles. Les scientifiques n'ont pas été surpris par l'éruption de ce volcan. Ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Des tremblements de terre de plus en plus forts secouaient cette région depuis 15 mois. On y a recensé 50 000 séismes rien que dans les 3 semaines qui ont précédé l'éruption. Ça fait plus de 100 par heure. Le volcan est actif depuis mars et les géologues disent qu'il pourrait y avoir des semaines, des mois, des années, voire des décennies d'éruptions constantes dans la région. Le mont Shasta fait partie des 5 volcans les plus dangereux des États-Unis. C'est pourquoi les géologues le surveillent de près. Sa dernière éruption remonte à l'an 1250, soit il y a bien longtemps, mais ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 ans. Ce qui veut dire que, tic-tac, on attend la prochaine d'un jour à l'autre. À environ 1 heure de Portland, dans l'Oregon, se trouve un volcan actif dont la dernière éruption remonte au 19e siècle. La prochaine fois qu'il entrera en éruption, les scientifiques pensent qu'il produira de plus grandes quantités de cendres et de poussière. Cela pourrait provoquer des pannes d'électricité et rendre l'eau impropre à la consommation dans la région. Mais les experts font très attention au mont Hood. Ils seront en mesure de lancer de nombreux avertissements pour que les gens puissent réagir à temps. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis 1983, ce qui en fait aussi l'une des plus longues éruptions connues sur Terre. C'est pourtant le volcan terrestre le plus jeune d'Hawaï. Les volcans peuvent mettre des milliers d'années à se former, mais d'autres peuvent surgir pratiquement du jour au lendemain. Un volcan au Mexique est entré en éruption au beau milieu d'un champ en 1943 et a commencé à grandir à partir de là. En l'espace d'1 an, il mesurait près de 457 mètres de haut. Lorsque les éruptions ont finalement cessé 9 ans plus tard, le mont avait atteint une hauteur de plus de 2804 mètres. Le mont Fuji est un symbole du Japon. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1707. Et il a envoyé une pluie de roches brûlantes jusqu'à 100 km de distance. Si une éruption similaire se produisait aujourd'hui, Tokyo se trouverait dans ce périmètre. Le mont Fuji se trouve juste sur le cercle de feu, cette région en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique, pleine de volcans actifs et de tremblements de terre. D'un bout à l'autre, il fait presque 40 000 km de long. Il pourrait s'enrouler tout autour de l'équateur. En janvier 2020, le volcan Taal, aux Philippines, a commencé à cracher de la lave, envoyant d'énormes panaches de cendres à 800 mètres dans le ciel.
L'éruption a même déclenché un phénomène rare, un orage volcanique. C'est lorsque le nuage de fumée au-dessus d'un volcan produit ses propres éclairs. Les risques de tsunami volcanique étaient également élevés. Ceux-ci sont généralement causés par des mouvements tectoniques qui se produisent à cause de l'activité volcanique. Le Taal est entré en éruption plus de 30 fois au cours des 450 dernières années. Ce volcan en Équateur est entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Les scientifiques pensent qu'il pourrait montrer des signes avant-coureurs de magma en mouvement. Il s'agit d'un stratovolcan actif, un type spécifique en forme de cône avec des côtés abrupts. Il se forme à partir d'une lave collante qui ne s'écoule pas si facilement. Cette lave fait le tour de l'évent, se refroidit et s'empile sur elle-même pour former ses parois abruptes. Ces volcans sont plus susceptibles de produire des éruptions explosives comme celles que l'on voit dans les films. Ruapehu est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande, une région volcanique merveilleuse où tu peux admirer de près tous ces cratères fumants, ces magnifiques lacs et ces formations rocheuses inhabituelles. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2007 et a connu 10 éruptions depuis le milieu du 19e siècle. Mais les éruptions, les coulées de lave et les gaz toxiques ne sont pas les seuls dangers provenant des volcans. Il y a aussi ce qu'on appelle le lahar, une sorte de coulée de boue volcanique composée de débris. Entre deux éruptions, la neige fond et un lac se forme dans la caldeira. Si la dernière éruption a apporté de la boue, des cendres et des roches dans le lac, celui-ci devient dangereusement plein. Dans ce cas, seul un barrage temporaire peut le retenir. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans actifs au monde, dont un appelé Anak Krakatoa. Cela signifie « enfant du Krakatoa » et son célèbre père n'est pas loin. Un énorme tsunami en 2018 a partiellement réveillé Junior, une idée effrayante puisque papa a été responsable de l'une des plus puissantes éruptions jamais vues sur cette planète en 1883. Le boom du Krakatoa a été le son le plus fort jamais entendu. Des témoins situés à plus de 3000 km de distance ont pu entendre l'explosion. L'onde sonore a fait 7 fois le tour du globe et les scientifiques disent qu'il est difficile de prédire les schémas éruptifs de ce volcan. Le mont Yazur, au Vanuatu, est l'un des rares volcans au monde où tu puisses voir un lac de lave. Les touristes s'y rendent même pour jeter un coup d'œil par-dessus bord et voir le lac brûlant et bouillonnant en dessous. Enfin, sauf quand l'activité volcanique passe au niveau 3 et 4 sur 5. Cela signifie qu'il y a des tremblements de terre plus intenses, des secousses volcaniques ou des éjections de vapeur, de gaz ou de cendres. Dans ce cas, l'endroit est évidemment interdit d'accès. Ce volcan de la République démocratique du Congo possède le lac volcanique le plus actif et le plus grand du monde. Et toute cette lave est exceptionnellement fluide, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite et plus loin que celle qui s'échappe de la plupart des volcans. Il ne fait certainement pas partie des plus grands, mais l'Erta Ale en Éthiopie est unique car il possède un lac de lave quasi permanent, ce qui est plutôt rare. Les habitants l'appellent la montagne fumante, car son lac de lave provoque souvent des éruptions. Ce volcan se trouve près de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus chauds de notre planète. Le Merapi entre régulièrement en éruption depuis le milieu du XVIe siècle. Ce volcan aide les scientifiques à faire des recherches cruciales sur le fonctionnement des éruptions et sur la façon dont ils peuvent avertir les habitants à temps. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, ce volcan du centre du Mexique a repris vie en 1994. Depuis, il produit d'énormes coulées de boue et de fortes explosions à des intervalles imprévisibles. Dans l'Antiquité, d'énormes éruptions provenant de ce géant ont enseveli des villes et des pyramides entières. Imagine que tu séjournes dans un hôtel et que tu te réveilles avec une vue magnifique sur un énorme volcan couvert de rivières de lave rougeoyante et de nuages de cendres. Lorsqu'il dégage de la chaleur, les visiteurs de cette région du Guatemala en profitent pour y faire griller des marshmallows. L'un des volcans les plus actifs de la Terre se trouve sur une petite île au nord de la Sicile. Le Stromboli connaît des explosions régulières ainsi que de la lave incandescente provenant des vents à l'intérieur de son cratère. Non loin de là se trouve l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des plus grands volcans continentaux du monde. Au fait, la Terre n'est certainement pas la seule planète avec des volcans. Le plus grand de notre système solaire se trouve sur Mars. Il couvrirait tout l'état de l'Arizona et il est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. Alors, ne regarde pas en bas.
Un tremblement de terre sous-marin ouvre une énorme fente dans le plancher océanique. Un grand volume d'eau se déplace pour remplir la fissure. En même temps, à partir de ce point, des vagues commencent à se propager. Au début, elles ne font que 30 cm de haut, mais plus elles se rapprochent du rivage, plus elles grandissent. Lorsque les vagues atteignent les eaux peu profondes, elles commencent à ralentir. Et c'est avec leur partie inférieure qu'elles touchent les terres en premier. Cela crée un effet de vide qui aspire l'eau loin des côtes. Le sol des ports et le fond de la mer sont maintenant visibles. Ensuite, un énorme mur d'eau vient frapper le rivage. Il anéantit tout sur son passage. Quelques minutes plus tard, généralement d'autres vagues arrivent. Un tsunami peut également avoir pour cause un glissement de terrain, non loin d'une grande étendue d'eau. D'énormes quantités de bois, de terre et de roches tombant dans un lac ou un océan, produisant d'immenses vagues. Et les éruptions volcaniques sont responsables de 5% des tsunamis dans le monde. Ils peuvent déplacer de grands volumes d'eau et générer de grosses vagues. Certains tsunamis sont causés par des météorites qui frappent notre planète. Si l'un de ces bolides, chauffé à blanc, frappe l'océan, la collision sera suffisamment puissante pour provoquer un tsunami extrêmement puissant. Lorsqu'un tsunami commence à se former, ces vagues ne font généralement que 30 cm de haut. Voilà à quoi ressemble une petite vague. Elle arrive à la taille d'une personne moyenne. Les surfeurs appellent ces vagues plutôt grosses des double overheads. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit près de la côte sud du Chili. Il a provoqué un tsunami qui a atteint Hawaï, le Japon et les Philippines. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute qu'un immeuble de 5 étages. La plus grande vague jamais surfée faisait la moitié de la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Gareth McNamara a établi ce record en 2011 à Nazaré au Portugal. En 1995, des scientifiques ont prouvé l'existence des vagues scélérates, des houles soudaines et inattendues. Ce jour-là, ils ont vu une vague de 25 mètres. Elle était plus haute que le plus grand avion de ligne au monde, l'Airbus A380. Le colosse était entouré de vagues plus petites, mesurant 6 mètres de haut. Les vagues du tsunami Tohoku en 2011 furent provoquées par le plus puissant tremblement de terre de l'histoire du Japon. La vague la plus haute faisait presque la moitié de la hauteur du pont de Brooklyn. L'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 a produit le son le plus violent jamais entendu à la surface de la planète. La plus haute vague du tsunami formée par l'éruption était aussi haute que la Statue de la Liberté. Le tsunami des îles Aléoutiennes en 1946 a été déclenché par un puissant tremblement de terre un 1er avril. La plus haute vague de ce tsunami était un peu plus haute que le Colisée de Rome. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a commencé le lendemain de Noël. Il a été provoqué par un puissant séisme sous-marin, dont les secousses ont produit une série de très grandes vagues. La plus haute d'entre elles atteignait presque la hauteur de la tour de Pise. L'un des glissements de terrain les plus désastreux a frappé la vallée de l'Odalen en Norvège en 1936. Un énorme morceau de roche, presque 2 fois plus grand que la tour Eiffel, s'est détaché et s'est précipité dans le lac Lovatnet. Cela a provoqué une énorme vague de tsunami qui était presque aussi haute que le Taj Mahal en Inde. Le méga tsunami du Groenland de 2017 a été provoqué par un énorme glissement de terrain dans l'un des fjords. Les vagues qui ont inondé le rivage atteignaient la hauteur de Big Ben. Une puissante éruption volcanique a provoqué un glissement de terrain sur un dôme de lave vieux de 4000 ans. Cela a provoqué le méga tsunami du mont Unzen. La plus grande vague faisait la moitié de la hauteur de la Space Needle de Seattle. Le méga tsunami de l'île de Fogo s'est produit il y a 73 000 ans, quand une partie du volcan Pico de Fogo s'est effondrée dans la mer. La plus grande vague de ce tsunami était aussi haute que le Washington Monument. Lorsque les 457 mètres supérieurs du mont Sainte-Hélène ont explosé, cela a provoqué un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche a plongé dans le lac Spirit. Cela a provoqué une vague qui faisait plus de la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Le méga tsunami du barrage du Vajon s'est produit lorsqu'un glissement de terrain a entraîné 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Une vague colossale a dépassé le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Sa hauteur était supérieure à celle du Golden Gate de San Francisco. Un glissement de terrain dans la baie Litua en Alaska a provoqué une méga vague, l'une des plus grandes jamais enregistrées. Le méga tsunami a déferlé sur le promontoire emportant les arbres, les plantes et la terre jusqu'à la roche-mère. La vague a atteint plus de la moitié de la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute construction du monde.
Un tiers du volcan Molokai Est à Hawaï s'est effondré et est tombé dans l'océan Pacifique. Cela a déclenché un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment au monde, la tour Shanghai. Un tsunami peut se propager dans les eaux profondes à une vitesse de 800 km à l'heure, sans être remarqué, et traverser un océan en moins d'une journée. Lorsqu'il s'approche de la Terre, le tsunami ralentit à environ 32 km par heure et commence à gagner en hauteur. La plupart de ces vagues font moins de 3 mètres de haut lorsqu'elles touchent la Terre, mais elles peuvent parfois dépasser les 30 mètres, soit près de 2 fois la hauteur du panneau Hollywood. Lorsqu'un tsunami touche le rivage, les zones situées à moins de 7 mètres au-dessus du niveau de la mer et à moins de 1,6 km de la mer sont les plus menacées. Mais il arrive que les eaux parcourent 16 km à l'intérieur des terres. Si vous vous trouvez sur la côte et que vous ressentez un fort tremblement de terre, surtout s'il dure plus de 20 secondes, c'est le signe qu'un tsunami se prépare. Surveillez les changements soudains du niveau de la mer. Si l'eau se retire soudainement beaucoup plus loin que d'habitude, exposant des zones normalement submergées, c'est le signe qu'un tsunami est sur le point de frapper. Et si vous entendez un grondement venant de l'océan, comme un train de marchandises ou un moteur à réaction, c'est là encore un mauvais signe. Soyez attentifs au comportement inhabituel des animaux. On sait qu'ils sentent le danger avant les humains. Si vous voyez des oiseaux ou des animaux marins se comporter de manière étrange, tenez-vous sur vos gardes. Si vous recevez une alerte officielle de la part des autorités, que ce soit par le biais de sirènes, de la radio, de la télévision ou de votre téléphone, agissez immédiatement. Si vous vous trouvez dans une zone sujette au tsunami et qu'il y a un séisme, n'attendez même pas les avertissements officiels. Dès que les secousses cessent et que vous êtes en mesure de vous déplacer sans danger, rejoignez rapidement la zone surélevée la plus proche, c'est pour votre sécurité. Il vous faudra peut-être partir de nuit et par très mauvais temps. Si vous connaissez bien l'itinéraire, vous aurez moins à réfléchir en cas d'urgence, et ça peut vous sauver la vie. Parlez des tsunamis avec les membres de votre famille. Chacun doit savoir ce qu'il faut faire pour éviter la panique et gagner un temps précieux. N'entreposez pas vos documents importants et vos objets de valeur dans des zones de faible altitude. Les eaux de crue peuvent monter très haut lors d'un tsunami. Placez donc vos documents dans des conteneurs étanches et sur un terrain élevé. Après un séisme, les ponts et les routes sont souvent endommagés ou bloqués. Ne vous laissez pas piéger dans une voiture dans un endroit dangereux. Il vaut mieux marcher ou courir pour se mettre à l'abri. Ne descendez jamais sur le rivage pour attendre un tsunami. Si vous voyez la vague, c'est que vous êtes trop près et qu'elle vous rattrapera. Dans la plupart des zones à risque, il y a des itinéraires d'évacuation. Recherchez les panneaux blancs et bleus portant la mention « Itinéraire d'évacuation tsunami ». Ils vous guideront vers l'intérieur des terres, loin des zones de danger. Dans les situations d'urgence où l'évacuation n'est pas possible, cherchez à vous réfugier au moins au 3e étage d'un bâtiment solide. Mieux encore, essayez d'atteindre le toit de la structure la plus haute et la plus robuste à proximité. Ça vous évitera d'être exposé. Un tsunami n'est pas une vague unique, mais une série de vagues qui peuvent déferler pendant des heures. Et la première vague n'est pas toujours la plus violente. Restez donc sur les hauteurs, loin de la côte, jusqu'à ce que les autorités vous préviennent que le danger est écarté. Il est très peu probable que vous surviviez à un tsunami dans un sous-sol. Lors de son passage, tout ce qui se trouve sur son chemin sera temporairement submergé jusqu'à ce que l'eau se retire vers la mer. Si vous vous trouvez dans un sous-sol pendant un tsunami, vous risquez d'être écrasé par l'effondrement des bâtiments ou par un tourbillon de débris. À moins que le sous-sol ne soit exceptionnellement solide, étanche et doté d'une ventilation suffisante, il ne s'agit pas d'un abri sûr. Si vous êtes en mer au moment d'une alerte au tsunami, restez sur place et évitez de rentrer au port immédiatement. Les tsunamis sont sournois. Ils provoquent des variations rapides du niveau de l'eau et des courants dangereux à l'intérieur des ports, ce qui les rend peu sûrs. Dans les grands ports, les autorités prennent les choses en main en cas d'alerte au tsunami et dirigent les navires pour assurer leur sécurité. Il est important de rester en contact avec les autorités et de suivre toutes les instructions qu'elles donnent concernant votre bateau. Dans les petits ports qui ne disposent pas d'un tel encadrement, il est préférable de vous diriger prudemment vers des eaux plus profondes. Si vous avez un petit bateau, le mieux est de l'amarrer à un quai et de partir à pied vers un terrain élevé. Si un tsunami vous fait tomber à l'eau, trouvez quelque chose de solide comme un arbre, une porte ou un canot de sauvetage.
Accrochez-vous fermement à cet objet pendant que les vagues vous emportent. Et faites ce que vous pouvez pour ne pas avaler d'eau. Les personnes qui portent un gilet de sauvetage auront de meilleures chances de survie parce qu'elles restent à la surface de l'eau et peuvent respirer normalement. Les vagues de tsunami ne sont pas des vagues ordinaires et ne conviennent donc pas à la pratique du surf. On ne peut pas y poser une planche. Elles ressemblent davantage à un mouvement de marée qui va et qui vient. Et elles sont beaucoup plus grandes, plus rapides et plus puissantes. Il est donc non seulement dangereux, mais aussi illégal, dans de nombreux pays, d'essayer de surfer sur ces vagues. Comme les tsunamis proviennent de perturbations sous-marines, des tremblements de terre par exemple, ils sont aussi dangereux pour les sous-marins. Bien que les sous-marins soient conçus pour résister à de fortes pressions, les tsunamis peuvent les endommager. Les tsunamis génèrent également de forts courants qui peuvent perturber la capacité d'un sous-marin à naviguer efficacement. En cas de tsunami violent, la coque des sous-marins peut être endommagée, ce qui menace leur flottabilité et leur intégrité. De tels scénarios peuvent conduire à ce qu'ils coulent ou soient emportés par les vagues. C'est pourquoi les sous-marins opérant dans des zones exposées aux tsunamis doivent être très prudents et équipés pour réagir rapidement en cas de frappe. Les sismologues ne peuvent toujours pas prédire les raz-de-marée. Mais leur expertise ainsi que les données historiques leur permettent d'identifier les tremblements susceptibles de causer des tsunamis, et ils peuvent alors donner l'alerte à temps. En recueillant des données sur les réseaux sismiques et les réseaux du niveau de l'eau dans le monde entier, ils peuvent évaluer rapidement les caractéristiques de tel ou tel séisme, sa magnitude, sa localisation et sa profondeur. À partir de ces informations, ils déterminent si un tsunami se prépare et ils agissent alors en conséquence. Aux États-Unis et au Canada, les scientifiques des centres d'alerte peuvent généralement émettre des messages dans les 5 minutes qui suivent un tremblement de terre. Ces messages comprennent les niveaux d'alerte, les détails du tremblement de terre, l'évaluation des menaces, les heures d'arrivée prévues des vagues, les actions recommandées et les impacts potentiels. Le 26 décembre 2004, tôt le matin, un énorme tremblement de terre a secoué le fond de l'océan près de l'île indonésienne de Sumatra. Cet événement sismique a déclenché une monstrueuse série de vagues, des tsunamis, qui se sont répandus dans l'océan Indien, atteignant l'Afrique de l'Est 7 heures plus tard. Ces vagues étaient de véritables murs d'eau, certaines atteignant plus de 9 mètres de haut. Lorsqu'elles ont frappé les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, de l'Inde, des Maldives et de la Thaïlande, la dévastation a été catastrophique. Plus de 200 000 personnes ont perdu la vie. Ce fut le tsunami le plus terrible jamais enregistré. Et il n'y a pas eu que l'impact immédiat. Les conséquences à long terme ont également été très lourdes. Des villages, des stations balnéaires, des terres agricoles et des zones de pêche ont été détruits ou submergés par l'eau salée et les débris. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, car il se trouve au-dessus de 4 plaques tectoniques convergentes qui interagissent en permanence. Après le terrible tsunami de 2011, le pays a lancé un projet colossal baptisé la Grande Muraille du Japon. D'un coût faramineux d'environ 13 milliards de dollars, cette muraille s'étend du nord au sud du pays. L'objectif est de protéger les villes côtières des futurs tsunamis en donnant aux habitants le temps de s'éloigner. Certains craignent que cette structure imposante ne rompe les liens profonds qui les unissent à la mer. Ils craignent de perdre le contact avec les rythmes et les signaux de l'océan, qui sont essentiels pour repérer les catastrophes à venir. Mais pour de nombreuses villes côtières, le mur est d'une grande importance. Il donne aux habitants la possibilité de reconstruire leur vie brisée après une catastrophe.